Salut à tous, épisode 13 avec Astana. Et évidemment, on va terminer d'une part cette Vuelta qui était pas si mal engagée après 10 étapes à l'épisode précédent. Et ensuite, ce sera la route vers le championnat du monde, donc profil 2019, où nous jouons avec le Kazakhstan. Et donc à la fin de cette vidéo, ce championnat du monde, la course, elle y est. Hein. Je vous laisse pas sur un teaser et comme j'avais fait avec Corandon parce que je manquais de temps il y a pas très longtemps. Non, là, le championnat du monde, il est à la fin de l'épisode. Voilà. Et on jouera avec le Kazakhstan avec donc aucun suspense, c'est-à-dire le leader, c'est Lutsenko. Bon, sur la Vuelta, on avait remarqué qu'il y avait quand même un défaut de préparation de certains favoris qui sont contrôlés par l'IA. Et on se retrouvait avec un Miguel Angel Lopez qui avait relativement la situation en main, un Yon Izagirre toujours aussi solide, et un Quintana qui était à peu près le seul, en tout cas sauf tremblement de terre, le seul à pouvoir nous contester la victoire finale. Et donc, petit enchaînement, on va se voir les étapes 11 à 21, donc il y a en tout 11 étapes, hein, pour le coup. 11 étapes, c'est parti, avec quelques objectifs, et puis aussi des étapes que je justement ne coche pas. Voilà. Il y a des étapes sur lesquelles je sais très bien qu'on n'a pas grand chose à prétendre, et je vais pas essayer nécessairement de forcer les choses, puisque on a la situation en main. Je ne souhaite pas réellement, je dirais, rafler tout, parce que on a déjà constaté là que sur Pro Cycling Manager 2019, si on faisait vraiment le forcing, il y aurait moyen d'obtenir un paquet d'étapes, hein, en fait. Tellement plus la fin de saison approche, et bien plus nos adversaires sont quand même en défaut de prépa. Hein. Donc j'ai pas spécialement envie de gagner, je dis ça comme ça, 15 étapes sur 21. Je trouve qu'il serait vraiment abusé, même pas réellement drôle. Et de ce fait, quand il y a comme ça des arrivées où l'on a vous voyez, été surpris, par exemple, surpris à moitié, par une attaque de, par exemple là c'était Formolo et Dan Martin, grand bien leur en face. Voilà, classement général figé. Moi, la seule chose à laquelle je tiens réellement sur cette fin de Vuelta, hormis le fait d'emmener Lopez confortablement à la victoire finale, c'est essayer peut-être d'en gagner une avec Jakob Fuglsang. Voilà, ça ce serait sympa. Et puis je profite des qualités de Gorka Izagirre pour se glisser dans des échappées aussi. Et il y a moyen de s'amuser comme ça un peu en lançant de temps en temps un Gorka Izagirre dans une échappée. Voilà, après c'est sûr que Fuglsang, pour le moment j'ai pas eu le loisir de lui faire prendre du retard. Vous savez, il y a quand même un truc, c'est que la chute en tout début de Vuelta qui avait fait perdre environ 2 minutes 30 à Miguel Angel Lopez, elle m'avait un poil crispé dans le sens où je me disais, au final, ça se trouve, Lopez, ça va lui coûter hyper cher, et donc je suis obligé, même sans forme, même sans pic de forme, je suis obligé de garder Fuglsang dans le coup pour le général, toujours pour la même raison, c'est que Yon Izagirre, malgré toutes ses qualités, quand je démarre une Vuelta et quand j'ai Lopez qui perd 2,30 dès la, je sais plus, 3ème ou 4ème étape, je suis pas sûr de pouvoir battre Quintana avec Yon Izagirre a priori. Et du coup, je suis obligé de garder Fuglsang un petit peu dans le coup au niveau du général. Et de ce fait, on a moins la possibilité de jouer tactiquement sur Fuglsang qui a 10 minutes de retard, donc il peut partir dans 10 ou 20 minutes de retard. Il peut donc partir dans les échappées, etc. Donc on n'a pas cette marge-là. Et au final, le seul qui a la capacité de finir, hein, parce que c'est encore ça la question, hein,
je peux envoyer Yann Hirt en échappée, hein, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Sauf que Yann Hirt, il finira très très difficilement une situation d'échappée, il la convertira très très difficilement en victoire. Et en revanche, voilà, notre ami Gorka Isagire, lui, il a bénéficié à un moment donné sur cette étape 12 d'une IA qui a fait que les compagnons d'échappée ont préféré se rassembler pour rouler tous ensemble sur lui, et personne ne sera finalement en mesure de le reprendre, et pas même le peloton des favoris à qui au final il restait peut-être pas assez d'équipiers pour rouler vraiment de manière très sévère sur Gorka Izagirre, qui va donc chercher une deuxième victoire d'étape. Voilà. Donc le coup est parfait. Pas trop s'en vanter, hein. Ce ne sont pas des situations qui sont difficiles à négocier. On a connu des choses bien plus délicates, notamment sur le Tour de France, où là c'était vraiment difficile et il fallait rien lâcher parce que le Tour de France pardonne encore moins les erreurs, ou sur même le Giro où on avait fait face à un Egan Bernal qui était juste incroyable, puisqu'en quelques mois seulement, je rappelle qu'on est sur une première année dans la partie, première année 2019 donc en mode carrière, Bernal était passé quand même de 82 ou 83 à 85 en quelques mois. Il s'était pointé comme ça au début du Giro avec 85 en montagne. C'est un épouvantail. Et donc à partir de là, toute la tactique ça avait été de le déstabiliser. Bon, on le sait, ça avait pu avoir lieu, mais honnêtement, c'était bien plus délicat à gérer que cette Vuelta où j'ai comme ça toute une série d'arrivées au sommet à négocier convenablement, mais sans vraiment trembler. Pas besoin de s'affoler. En plus, l'équipe qui est présente est quand même assez forte, parce que on a quand même des équipiers là. On peut parler de Zeitz, Villela, qui ont tendance à être utilisés eux plutôt sur les débuts d'étape. On a Hirt et Guidish qui sont quand même vraiment en mesure, avec leur note en montagne, ils sont vraiment en mesure de soutenir un petit peu plus loin dans l'étape. Et puis pour couronner le tout, on a Gorka Isagire en trublion qu'on peut un peu lancer à droite à gauche, et Fuglsang et Yon Izagirre comme garde rapprochée, je dirais, de Lopez sur toutes les arrivées comme ça au sommet. Donc il n'est pas en train de trembler, pour être franc, l'équipe est vraiment forte. Et puis surtout nos mecs sont préparés, à l'exception de Fuglsang, puisque Fuglsang lui, son objectif c'est le Tour de Lombardie, puisque je pressens, et ça je peux le dire déjà à l'avance, je spoil rien, que Fuglsang ne sera pas retenu, c'est vraiment dommage, par l'IA pour le championnat du monde avec le Danemark. Non, Fuglsang ne fera pas en cette fin d'épisode partie de la liste des Danois sélectionnés. C'est bien regrettable parce que sur un parcours comme celui des championnats du monde 2019, je dis pas que le puncher qui est Fuglsang est ultra grand favori, non, pas du tout. Mais c'est quand même un coureur qui a du poids et qui est capable de vraiment se mêler à des coups. Et bon, je trouve ça hyper regrettable en fait que l'IA ne le sélectionne pas dans l'équipe du Danemark, surtout que moi je l'avais préparé pour qu'il soit vraiment pas mal en vue d'une éventuelle participation au championnat du monde. Ben non, voilà. Il y aura Kort Nielsen, mais il n'y aura pas Fuglsang. Et ça, c'est déjà une petite déception, encore une fois, c'est dommage. Je connais un endroit dans l'éditeur où on peut paramétrer ça. Et j'étais allé quand même l'inscrire. Et au final, ça n'a pas été pris en compte. Donc il y a dû avoir, à mon avis, un reset au niveau de la gestion de l'IA pour qui est-ce qu'elle aligne sur pour quelle nation en gros. Alors que là on voit Wout van Aert qui a chopé l'étape, ça fait bien plaisir. On a de jolis vainqueurs d'étape. Donc il n'y aura pas de Fuglsang malgré ma petite magouille pour l'inscrire. Non, comme ça. Après il y aura d'autres magouilles dans lesquelles il va falloir se lancer. Et
si vous avez des idées, moi je suis preneur, mais j'en vois déjà une. Magouille pour essayer de faire en sorte que l'IA prépare un petit peu mieux les coureurs adverses en fin de saison. Donc en gros, une magouille qui viserait à avoir plus de concurrence, ou en tout cas des mecs mieux préparés sur, par exemple, la Volta. On pourrait aussi citer le Tour de Lombardie ou le championnat du monde, hein, pourquoi pas. Et c'est vrai que dans cette optique-là, on voit qu'il y a Yon Isagire qui est tombé, donc on va essayer de s'occuper de le remonter, éviter la deuxième chute par contre, voilà, très bien. On va le remonter. On a fait descendre 2 équipiers, bien sûr, pour pas le laisser se débrouiller tout seul. Donc la petite chose à laquelle je pense en fait, c'est avant le passage à l'année suivante. Donc quand vous allez dans la période où la saison est achevée, on est à la fin octobre et il vous reste comme ça novembre, décembre à simuler en gros, hein, pour passer au 1er janvier de l'année qui suit. Ce à quoi je pense, c'est aller changer le statut de certains leaders pour donner un exemple, inscrire Bernal en Tour de France Vuelta. C'est totalement un exemple gratuit, hein. Donc leader Grand Tour, pour ceux qui voient dans l'éditeur, mettez leader Grand Tour et Tour de France Volta. Et je me dis que peut-être que s'il y a un petit travail à ce niveau-là, ça évitera éventuellement que le type soit mal préparé sur ses objectifs, mais j'en suis pas certain. Voilà, j'en suis pas certain. C'est juste une piste, mais j'ai bien peur que malgré tout la fraîcheur peut-être ne soit pas au rendez-vous, ou bien si c'est pas la fraîcheur, tout simplement les pics de forme, etc. soient pas bien négociés. Bref, un qui manque ni de fraîcheur ni de préparation en cette fin de Vuelta, en cette deuxième partie de Vuelta, c'est le français David Gaudu qui est très présent, hein. Il y a vraiment pas de problème pour lui, alors que Pozzovivo a encore brillé sur une étape. Voilà, j'avais gardé de la forme de la barre pour Lopez, pour histoire de piquer un petit sprint à la fin là, voir s'il n'y a pas un petit peu de temps à récupérer sur Nairo Quintana. Et en l'occurrence, récupérer un petit peu. Et c'est vrai que ça commence à sentir bon. Je fais pas une fixation sur le classement général de Yon Isagire ou Jakob Fuglsang, parce que pour moi c'est assez anecdotique. Ils sont pas là pour gagner, et s'ils faisaient podium, ce serait un accident. Ils sont ni là pour gagner, ni là pour faire podium. Je m'en fiche éperdument. Par contre, cette étape, je me dis que ce serait quand même sympa de faire un petit clin d'œil à ce qui s'était passé dans la réalité il y a quelques semaines, à savoir peut-être essayer de faire triompher Jakob Fuglsang, que j'ai déjà tenté 1 ou 2 fois dans cette Vuelta et jamais c'est passé. Ça me dire pourquoi tu t'acharnes, tout simplement. Oui, donc je contrôle, hein, évidemment, je fais rouler de ce fait parce qu'il y a une échappée qui est composée de pas mal de coureurs d'une part, et en plus avec des gros grimpeurs. Donc je me dis peut-être pas laisser trop de champ non plus, puisque si on laisse trop de champ, elle va aller au bout, hein. Donc pour reprendre mon propos, pourquoi est-ce que j'ai comme ça en tête de gagner une étape avec Fuglsang? Pour un truc un peu anecdotique, mais quand même plutôt sympa, je trouve. C'est que Fuglsang, si vous vous souvenez, il avait gagné une étape sur le Giro, et s'est échappé en sortie d'un mur pavé, là, fin d'étape je ne sais combien, et il avait terminé parce qu'avec ses qualités de descendeur, de puncher, et bien c'était plutôt réalisable, puisque c'est pas au sprint d'un petit groupe même qu'on va nécessairement s'imposer avec Fuglsang. Il faudrait vraiment être au sommet du mur de 8, hein. Ça on l'a vu, il l'avait fait, mais sinon ce sont pas ses qualités premières. Donc soit il arrive en solo là dans certains types de profils, soit il arrive en solo, soit il gagne pas. Et
Et donc, bah oui, il avait gagné une étape sur le Giro. Bon, je pense que vous avez dû plutôt voir qu'il avait gagné le Tour de France en ramassant, je me souviens plus vraiment, mais je crois qu'il a pris 2 étapes au passage. Et il y a donc ce petit défi amusant qui consiste à ce que le gars gagne une étape sur chacun des 3 grands tours la même année. Et ça, mine de rien, c'est pas quelque chose qui a été réalisé 100 000 fois dans l'histoire. Hein. Je crois qu'il y a Merckx, et puis il y en a peut-être quelques autres, mais s'ils sont 3 ou 4, c'est le bout du monde. Donc bah voilà, ça m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse d'arriver à comme ça essayer donc de contrôler dans un premier temps, pour ensuite faire travailler un peu Fuglsang, mais pas trop, accepter de peut-être sacrifier, comme ça vient d'être fait, un Yon Isagire, donc tant pis, je m'expose à ce qu'il perde sa place sur le podium, mais en fait, c'est pas important. C'est pas important du tout, encore une fois. C'est pas mon objectif. Je préfère à la limite aller chercher comme ça une étape, si c'est possible, plutôt que sauvegarder des places sur le podium qui vont voilà, apporter des points au classement UCI. On s'en bat le steak d'aller chercher comme ça des podiums avec des gars qui sont là pour aider. Donc bon, allez, c'est parti. Fuglsang, t'es dans le final. On a Lopez dans la roue. Et puis on va essayer de faire en sorte d'amener le pion à nos adversaires. On aperçoit Bahrain Merida, Nibali. Il y a aussi Simon Yates dans les parages, Romain Bardet, Nairo Quintana. Donc les tout meilleurs sont là, hein, rien à dire. Les tout meilleurs sont là. Et on va quand même aller tenter un petit quelque chose puisqu'il nous reste un peu de part. On est dans le dernier kilomètre. Et c'est parti pour fonctionner. C'est parti pour fonctionner puisque Nibali et Yates n'ont pas été en mesure de répliquer à l'accélération curseur de Jakob Fuglsang qui termine. Voilà, ça y est, cette étape on l'a prise. Lopez quand même va pas laisser Quintana terminer devant lui, hein, faut pas non plus rigoler. Par contre, Yon il va prendre un petit écart au classement. Tout ça n'a pas de grande importance. Le podium peut-être s'éloigne pour Yon et encore, mais il est encore dessus. Donc bon, allez, pas d'importance particulière. On a pris notre étape, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est qu'on l'a prise. Et donc à partir de là, qu'est-ce qu'il nous reste comme objectif? Donc Gorka, il a eu ses 2 victoires. Lopez, il a une avance qui est considérable. Et c'est plutôt pas mal parti, à part si on fait n'importe quoi. Yon Isagire, je pense qu'il gagne une étape. Je ne me souviens plus exactement, mais je crois qu'il en prend une. Et l'ami Lopez en a pris aussi peut-être 2, je crois, ou quelque chose comme ça. Ah, il y a le contre-la-montre, hein, et puis... Donc, allez, on a un petit nombre de victoires d'étapes là qui est sympa, mais sans chercher à en prendre plus, parce qu'au final, on se souviendra de quoi de cette Vuelta? On se souviendra que Lopez est bien parti pour s'imposer, qu'on a comme ça chopé 2-3 petites victoires rigolotes, et puis surtout on se souviendra que quand même il y avait un défaut de préparation de l'IA qui nous a quelque part un petit peu gâché le suspense à ce stade là en tout cas, hein. Donc allez, c'est passé très très proche pour Patrick Bevin, et c'est quand même Elia Viviani qui rafle l'étape. C'est pas sa première, hein. Et petit avant-goût de la suite, c'est pas sa dernière. Et Viviani va encore en gagner une. Il aura fait pour le coup lui une moisson, puisque dès que c'était pour du sprint, ça a été quasiment à chaque fois pour lui. Je crois en tout il va en prendre 4 des étapes sur cette Vuelta qui était aussi une Vuelta sans une énorme concurrence au niveau des sprinters. Viviani était quand même un petit peu trop à l'aise. Il n'y avait pas ceux qui peuvent le battre de façon plus régulière dans Pro Cycling Manager, donc c'est vrai que c'était peut-être un petit peu plus facile pour l'italien. Et puis là, dans cette étape 18, j'ai envoyé de nouveau Gorka Isagire en n'ayant franchement pas de vraie idée derrière la tête, parce qu'il y a Carsi qui a de bonnes jambes, hein. Carsi c'est comme Godu,
il finit beaucoup mieux la Vuelta qu'il ne l'avait commencé. Et donc vraiment, vraiment pas mal. Quincy fait la course un peu au maillot à pois. Et Pozzo Vivo aussi, hein, mais donc comme ça une petite lutte qui est assez amusante. Chris Froome s'est glissé dans beaucoup d'échappées. Il a essayé, il a essayé, il a essayé. Est-ce qu'il sera récompensé un jour ou l'autre? C'est toute la question. Bernal aussi s'est glissé dans des échappées. Mais ce qui était marrant, c'est que plus la Vuelta avançait, plus le team Ineos plaçait d'hommes dans les échappées au départ des étapes. Souvent, il y en avait 4, voire même, c'est arrivé une fois qu'il y en ait 5. Pour par contre se sacrifier et bosser pour leur leader. Pour Froome, hein, ils n'ont pas changé de leader, ils sont restés toujours sur la même ligne. Et ben ça va payer dans cette étape. Alors quand même on a failli avoir une toute petite surprise sur la fin là. Ça va payer. Chris Froome va l'emporter, donc c'est bien, tout va bien. Il a pris son étape, l'honneur est sauf. Enfin moi je l'attendais plus pour le général que pour cette étape, hein, pour être très très franc. Et avec Gaudu qui avait failli nous jouer un mauvais tour au classement, mais au final il est repris notamment par l'intermédiaire du sprint assez violent de Julien Alaphilippe. Donc victoire de Froome, relatif statu quo au classement général, et on va donc se diriger vers une étape 19. Oh bah là il n'y a pas non plus 100 000 choses à raconter sur l'étape 19, puisque c'est une étape qui est dévolue aux sprinters a priori, même si on sait que dans la réalité cette étape là elle avait été juste exceptionnelle, mais en l'occurrence là on va aller calmement regarder qui est le meilleur au sprint. On a déjà une petite idée là-dessus, mais sait-on jamais, on peut avoir des petites surprises, surtout qu'il y a une légère côte à l'arrivée, donc pourquoi pas. Regardez, voilà, il y a un petit pourcentage là, hop là, avec un petit secteur pavé là qui va voilà arriver juste avant la ligne, et c'est bah oui, une surprise relative. C'est Patrick Bevin qui va s'imposer devant Ackermann. Voilà, et Fuglsang va faire 3. Ouais, je l'ai fait je l'ai fait sprinter, mais sans trop d'espoir, et puis au final ça va, il fait 3ème, c'est pas dégueu non plus. Faut savoir que le classement par points aussi à ce stade là est plus ou moins réglé. Lopez est devant au classement par points, donc j'ai pas non plus réellement d'objectif à compléter pour ce qui est du classement par points. On a vraiment juste à espérer ne pas tomber, ne pas devoir abandonner, et puis pour le reste ça se passera bien a priori, mais on est quand même jamais à l'abri, hein. Vous allez voir que des chutes ça peut arriver même à l'étape 21, et à ce moment on peut se retrouver avec le bec dans l'eau. Donc voilà, contrôler là encore la course, parce que s'il y a une possibilité sur le final, on ne crachera pas dessus, hein. On va donc contrôler. De toute façon nos équipiers sont plutôt avec de bonnes jambes, et puis évidemment sur le final on retrouve toujours les 3 mêmes. Une fois que tout le monde s'est sacrifié, on retrouve Fuglsang, Yon Izagirre et Lopez. Voilà, avec des petits désagréments pour certains, et notamment là pour Quintana qui était tombé, et du coup il y a tous les Movistar qui l'attendent. Solidarité qui n'a pas grand chose à voir avec ce qu'on a pu voir sur la Vuelta, où la solidarité, notion très très abstraite pour l'équipe Movistar, il y avait pas, ça faisait pas partie de leur vocabulaire. Et là en l'occurrence ils sont attendus, Valverde, et puis moi j'ai roulé un peu, mais tout doux, histoire de voilà, hein, laisser rentrer les Movistar. On va pas faire le mec mort de faim qui roule à bloc. Je l'ai déjà fait par le passé, mais là c'est vraiment pas la situation où on est tenté de le faire, parce qu'on a déjà notre avance, on a une situation qui est plutôt calée. Et tiens, intéressant, victoire cette fois-ci de Hugh Carthy. Donc on a vu au final du Viviani, du Wout van Aert,
du Froome, Yokarsi, il y avait Pozzo Vivo aussi qui en prend une un peu avant, et Dan Martin aussi vers le début de l'épisode. Ouais, voilà, il y a des vainqueurs comme ça assez prestigieux. Donc ça vient un petit peu redorer le blason de cette Vuelta qui ne restera pas un souvenir impérissable de par son suspense. Vous voyez que là, sur la toute fin de l'étape 20, Yonis Aguirre avait beaucoup travaillé et du coup laisse sa place anecdotique sur le podium pour Fuglsang. Ok, donc pourquoi pas, mais j'ai envie de dire peu importe. Ça va se jouer au sprint et parler de chutes qui peuvent remettre en cause certaines choses. Savoir que sur cette étape-là, par exemple, Dan Martin avait chuté alors qu'il était concerné par le top 10 éventuel de cette Vuelta. Et par sa chute, il va perdre plus de 2 minutes et il va se retrouver plus ou moins éjecté. Éjecté, ou en tout cas, il perd quelques places, voilà, sur la toute fin. Et il se retrouve quand même assez loin, 14ème, alors qu'il a été souvent top 10. Au final, il y a certains qui ont effectué une jolie remontée au fil du temps, comme par exemple Nibali, et quand d'autres, Froome et consorts, et Dumoulin par exemple, etc., ne s'en sont jamais réellement sortis et ont toujours accusé le coup. Petit tour de magie, Astana, hop là, voilà. On avait déjà vu ce truc là dans un épisode Corandon avec Lutsenko, mais je me lasse pas. Je me lasse pas. Préparation finale de la liste pour le championnat du monde qui arrive dans quelques minutes. Rien d'excentrique. On conserve les tout meilleurs, en tout cas les moins mauvais, tous ceux qui pourront apporter un soutien quelconque à Lutsenko sur ce parcours très exigeant. Et puis justement un petit galop d'essai comme ça, il y a Lutsenko entouré de, au final, très peu de coureurs qui seront encore là au championnat du monde. Celui qu'on pourrait citer par exemple, c'est Grousdef. Voilà, Grousdef, il est sur les classiques canadiennes et il sera un équipier, peut-être un équipier de choix pour Lutsenko. Tout dépendra de la forme du jour évidemment, sur le championnat du monde qui suivra. Donc à partir de là, sur Pro Cycling Manager, je vous avais dit que si je pouvais gratter un meilleur profil que le profil par défaut de Québec et ou d'ailleurs aussi de Montréal, j'avais dit que je le ferais et que j'installerais ce que je trouverais. En l'occurrence sur la WorldDB, j'ai rien vu de différent pour le moment, alors que par exemple avec mes parties sur Pro Cycling Manager 2018, j'avais réussi à trouver des jolis profils alternatifs, mais pas délirants, mais en tout cas des profils alternatifs pour Québec et Montréal par exemple, et c'est vrai que c'était assez sympathique. Donc ici à Québec, le gros boulot va être assuré dans un premier temps par donc Kort Nielsen qui envoie Lutsenko à la gagne. Et je me suis dit que c'était un juste retour des choses parce que Lutsenko a pas mal travaillé pour Kort Nielsen dans d'autres occasions, notamment le Tour de France qui avait précédé, ou même par exemple Plouet pour l'épisode précédent. Et c'est vrai que c'était bien qu'il y ait un petit retour pour Lutsenko, surtout que là on est dans la dernière ligne droite avant le championnat du monde. Il reste, à ce stade là, il reste une quinzaine de jours et c'est pas mal de donner un peu de confiance à Lutsenko, même si on est dans un jeu et que la notion de confiance du coureur n'est pas apparemment vraiment prise en compte. Sans rigoler, elle pourrait faire partie, hein. Vous pourriez avoir vous savez, dans l'écran de présentation des courses là, quand on passe la souris au-dessus du deuxième point, ou du premier point, pardon, interrogation, on a comme ça des détails de ce que va être la forme du jour, en tout cas prévisionnelle, et ce serait marrant d'inclure le moral du moment. Et comme ça, vous auriez un type qui a gagné là récemment, qui se retrouve avec, il a la banane le gars. Et puis au final, quand quelqu'un est
débarrasser de la pression de devoir gagner des courses parce qu'il en a déjà gagné et qu'en plus il est en forme, donc ça lui donne un meilleur moral, bah il y a une meilleure chance au final de performer, en tout cas d'être en bonne forme. Donc bah voilà, une petite idée qui est lancée comme ça, une de plus. Et là, on est à Montréal, on sait que le final, sur ce circuit, le final est relativement plat derrière une enfilade de virages. Et du coup, je me suis décidé à attaquer sur la toute dernière difficulté. Et c'est plutôt en train de fonctionner. On se dirige tout droit vers une victoire en solitaire de Lutsenko qui réalise donc le doublé Québec-Montréal. Bah maintenant, ce qu'on va se demander, c'est s'il va être en mesure de remporter non pas le doublé, mais le triplé si on inclut les championnats du monde, le triplé du mois de septembre. Est-ce qu'il est pour Lutsenko ou pas? Réponse imminente. Et en tout cas, avant d'en arriver là, il y a des petits ajustements. Il y a des petits ajustements à faire, notamment par rapport à l'équipe. Et voilà ce que je fais tout de suite là, après avoir passé assez rapidement la question du CLM, parce qu'honnêtement, on n'a aucun moyen de rivaliser. Hein. Ça vaut même pas le coup. Regardez, Rohan Dennis, c'est plutôt sympa. La Colombie qui a aligné Miguel Angel Lopez. Ouais, bof, quoi. Ok. Et puis là, le choix crucial. Il faut en retenir 6, parce qu'on n'a pas le droit d'en aligner plus que 6. Ni moins d'ailleurs, pour le championnat du monde. Donc, quelle stratégie pour ce championnat du monde? Bah déjà, essayer de tenir le coup dans le groupe de tête le plus longtemps possible. Et puis ensuite, essayer de s'adapter en remarquant déjà une première chose, c'est que Mathieu Van Der Poel n'est pas retenu. Mais quel crime de la part des Pays-Bas d'avoir tout misé, apparemment en tout cas sur Groenewegen, sur un tel parcours plutôt que Van Der Poel. Surtout que dans la partie, c'est amusant, Van Der Poel il avait gagné le Tour de Grande-Bretagne aussi, comme dans la réalité. Il le sélectionne pas. Puis on peut voir aussi que la France par exemple elle a pris Arnaud Démare, mais et l'Italie par exemple orientée autour du sprint. Vous avez comme ça pas mal d'équipes qui semblent vouloir privilégier des sprinters. C'est un truc qui m'a un peu surpris, mais enfin surpris pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que pour l'avoir donc déjà joué ce championnat du monde sur Pro Cycling Manager 2019 une seule fois, hein, je vous en ai parlé dans la vidéo de présentation du championnat du monde. Je l'ai joué une seule fois sur PCM 19 et je l'avais joué 2 fois sur PCM 18. Et c'est marrant parce qu'il y avait des différences qui étaient apparues sur qui est-ce qui tenait le coup ou qui est-ce qui ne tenait pas le coup. Et j'avais pu déjà constater que sur PCM 2019, les sprinters tenaient beaucoup plus le coup sur ce parcours que sur PCM 18 où ça se jouait quand même plutôt entre punchers. Et du coup, je me dis, bon, il y a bien un moment où Lutsenko, il va pas être en capacité d'aller plus vite au sprint que les meilleurs spécialistes, hein, très clairement. Il y a aussi Gaviria qui est présent, etc. Et du coup, il y a bien un moment où il va falloir prendre un risque. Et déjà, on est un petit peu aidé par un durcissement de la course qui est l'œuvre de l'Italie. L'Italie durcit avec quelques équipiers comme ça qui roulent vraiment très fort, hein, vous les apercevez là-haut. Intéressant parce que ça a piégé des gens que je considère comme assez dangereux et notamment des Danois, hein. Notamment des Danois. Moi j'avais préparé Kort Nielsen comme un fou parce que je me disais allez comme ça si Lutsenko gagne pas, peut-être que j'ai la chance qu'il y ait Kort Nielsen qui gagne. Ça va être délicat. Ça va être délicat parce que Kort Nielsen il est pas dans les tout meilleurs là. Et puis surtout il y a eu attaque de Kwiatkowski et Greg Van Avermaet. Et donc contre-attaque, tentative de Stibar pour faire la jonction et pour reprendre les deux zones. Mais au final,
Ouais, pas mal de choses à observer. Donc déjà Stibar qui est pas en capacité de reprendre. Moi j'ai un énorme Bruce Def qui me fait le boulot pour essayer de rouler. Parce qu'en plus il y a eu élimination de tous ceux qui avaient durci la course là. On se retrouve, c'est du 1 contre 1. Il y a Ewan, l'Australien. Il y a un mec par nation. C'est pas compliqué. Et du coup, à ce stade-là, je me dis non mais c'est pas possible. Je vais pas en plus, après avoir roulé avec Bruce Def, je vais pas rouler avec Lutsenko. Sinon, je vais ramener les sprinters et il restera plus rien à Lutsenko. Je me dis, tu n'as absolument pas le choix, il faut essayer de faire le jump pour reprendre GVA et Kwiatkowski. Et par chance, on l'a fait. Je me place tout de suite dans la roue de Kwiatkowski, puisque j'ai remarqué un petit peu avant, en observant, que Van Avermaet faisait plus de boulot que Kwiatkowski. On est habitué, hein, et il s'est déjà passé des choses dans la partie. On a déjà vu à quel point Kwiatkowski couvrait de manière ultra juste, voire Liège. Hein. Liège qui a été une course cette année là, dans la partie absolument exceptionnelle, remportée par Kwiatkowski au terme d'un masterclass, très clairement quoi. Et du coup, bon bah la incertitude absolue, je pense que c'est perdu. Eh ben non, c'est incroyable. Bah là comme ça, franchement, en voyant la ligne d'arrivée, je me disais, et merde, c'est le mot, hein, il n'y en a pas d'autre. Deuxième derrière Kwiatkowski. Ah, ça aurait pu être l'histoire de cette année 2019 sur les courses d'un jour. Eh ben non, incroyable. Alors du coup, j'ai un petit peu ralenti là le ralenti pour essayer de comprendre, mais en fait on voit même pas sur quoi est-ce que ça se joue tellement, mais c'est là c'est même pas un boyau, hein. C'est même pas un boyau qui a fait la diff, donc immense joie, immense émotion. Je vous laisse là-dessus. Lutsenko, champion du monde 2019. Nous aurons donc quelqu'un avec l'arc-en-ciel l'année qui suivra. Je vous dis à plus. Bye bye.